invité ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bertrand Puif est avec nous, gérant de portefeuille chez Fidelity. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes Senior Advisor ESG et Xavier Patrolin va nous rejoindre également dans quelques minutes. Le président d'Albatros Capital qui est en train de rentrer dans ce studio au moment où je l'annonce. Xavier, installez-vous. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Le timing est crucial sur les marchés et pour Planète Marché également. Non mais, je vous attendais Xavier parce que je voulais qu'on commence avec la géopolitique. Je sais que ça fait partie de vos domaines d'intérêt prononcés. Oui, donc, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, je voulais qu'on puisse partager ensemble quelques réflexions autour du sujet russe, ukrainien. Bon, qui est le genre de sujet que les marchés n'aiment pas trop intégrer. C'est un risque extrême qui est compliqué à capter. Mais voilà, s'il y a quelques réflexions à partager dans un cadre économique et financier, quelles peuvent-elles être, Xavier ? Je vais essayer de faire simple et pas trop long. Je pense que Vladimir Poutine n'a pas accumulé 120 000 hommes, 60 à 80 brigades, pas loin d'un millier de chars, quelques centaines d'avions aux frontières de l'Europe, pour rien. Donc c'est qu'il souhaite négocier. Mais il va négocier, au fond, sous une forme d'ultimatum. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négocier, finalement. Pourquoi ? Parce que les Européens, les Occidentaux plus généralement, n'ont rien à opposer. La seule chose qu'ils ont à opposer, c'est des armes nucléaires tactiques. Et Poutine sait que les Occidentaux n'utiliseront pas les armes nucléaires tactiques. Donc, la question est de savoir par quel cheminement on va passer. Est-ce qu'on va passer par une reddition sans condition des Occidentaux ? Et d'ailleurs, on le voit bien, toutes les gesticulations diplomatiques auxquelles on assiste, il y a zéro avancée. Il y a zéro avancée parce qu'il n'y a pas d'avancée. C'est des conditions, point barre. Et si vous n'acceptez pas les conditions, eh bien, on peut passer par un cheminement. Alors, il y a l'option, on négocie pas, les conditions sont acceptées. Mais pour les Occidentaux, ça aura une lourde conséquence. Ça voudra dire qu'on ne peut plus vivre comme comme des candides, dans un monde de bisounours, où on couvre, j'allais dire, puisqu'il y a un sujet ESG, donc où on couvre le territoire européen d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, et où on est infoutu d'aligner, pour la France, je rappelle, la France est infoutu d'aligner 200 chars Leclerc. D'accord, mais il n'y a pas d'autre moyen de pression que le terrain militaire vis-à-vis de la Russie. C'est pas une économie dominante aujourd'hui au niveau mondial. Mais si. Il y a un système de sanctions financières qui peut être mis en œuvre, j'imagine. Ça fait une dizaine d'années qu'on est dans un système de sanctions. Bien au contraire. Au fond, ça a renforcé la Russie. Je rappelle, la Russie a un taux d'endettement public qui est à peine de 20%, va être en excédent bien évidemment en excédent commercial, mais en excédent budgétaire, a, depuis une quinzaine d'années, refondé son potentiel militaire, donc a concentré, au fond, principalement tous ses investissements sur la manne pétrolière, qui a financé son hard power, et dans ce monde de bisounours, avance ses pions, et la Russie a toujours, historiquement, eu des frontières flottantes. L'Empire russe, c'est ce que je mets dans mon petit mail, quand on posait la question à la grande Catherine sur comment elle faisait pour contrôler ses frontières, elle avait une explication très simple, elle répondait en les faisant grandir. Et donc, les Européens, les Occidentaux sont confrontés à un partenaire essentiel qui est bien plus puissant que son PIB. Rapporté, je sais que tu fais souvent la comparaison, mais tu n'es pas le seul, donc c'est pas un grief à ton endroit que je signale là. Mais souvent, j'entends dire, c'est le PIB de l'Espagne. Oui. Circuler, il n'y a rien à voir. Oui, c'est une mesure de comparaison. Oui. C'est le PIB de l'Espagne. C'est pas l'Espagne, oui. Non, mais si on prend la combinaison, si tu veux, tu as 150 millions d'habitants à peu près en Russie. Tu fais la combinaison France-Allemagne. On arrive à 145-146 millions. Le PIB combiné de la Sainte Alliance France-Allemagne, c'est... je vais dire 5 000 milliards ou voilà. Le PIB russe, c'est 1600 milliards. Sauf qu'eux, ils ont 8 fois plus de chars que nous. Ils ont 10 fois plus d'avions. Ils ont des missiles hypersoniques. Donc, si tu veux, ils ont 12 sous-marins lanceurs d'engins. C'est pas une question de PIB, quoi. Voilà, ça n'a rien à voir. Et l'Allemagne, en 1928, si tu faisais la comparaison du PIB de l'Allemagne en 1928 et du PIB combiné de la France et du Royaume-Uni, tu disais, circuler, il n'y a rien à voir. On connaît la suite de l'histoire. Et donc,
pour conclure là-dessus, la détente, enfin le fait que des troupes russes terminent leurs exercices et soient rappelées dans leur garnison d'origine aujourd'hui, c'est pas la fin de l'escalade. Mais bien sûr que non. C'est juste une aimable plaisanterie, parce que ce grand mouvement a permis juste à Poutine d'installer les capacités matérielles aux frontières de l'Ukraine, et celles-là, elles ne vont pas déménager. Certes, les effectifs vont bouger, mais les capacités, je dirais, d'agression possibles, de menaces possibles, vont rester là à demeure. Et donc ça pose ça pose une interrogation profonde sur les orientations géostratégiques de l'Europe et sur ses centres d'intérêt, sur ses centres d'investissement. Et c'est évidemment une variable clé pour les prochaines évolutions économiques des décennies à venir. Bertrand, entre l'enjeu immédiat et puis les enjeux peut-être de plus long terme, sur une question géopolitique qui n'est pas par nature le centre de la réflexion des investisseurs, mais il faut quand même raisonner sur cette question. Qu'est-ce qui vous intéresse là en tant qu'investisseur, des enjeux autour de la Russie ? Quand on regarde l'aspect marché, qui évidemment donc est connecté aux aspects qui ont été évoqués, quand je regarde le rouble aujourd'hui, le rouble est dans des niveaux en fait de stress à 75-76 qui sont comparables à 2014-2015. Donc on price déjà effectivement le fait qu'il y ait une opération militaire. Donc après, effectivement, est-ce que ça peut être pire que ça, que le rouble continue à se déprécier ? À la limite, je pense que Poutine, de toute façon, s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est effectivement dans cette zone de stress. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est dans cette zone de stress sur le rouble déjà depuis 2 ans. Donc déjà depuis 2 ans, le marché a compris, puisqu'on était tous focalisés sur la crise du Covid, mais derrière, Poutine poussait ses pions. On ne déplace pas autant effectivement d'effectifs militaires et de matériel comme ça en quelques semaines. Donc c'est depuis plusieurs trimestres, plusieurs années que se prépare cela, et c'est ce que nous dit un peu la courbe sur le rouble. Après, moi, ce qui effectivement me laisse un peu perplexe, c'est que d'un côté, on a une politique de transition en Allemagne qui est accélérée vers les énergies renouvelables et qui nécessite, puisqu'ils veulent plus de nucléaire, et qu'on ne peut pas, avec notre nucléaire, donc pour voir à tous les besoins de l'Europe. On a d'autres problèmes, on en parlera peut-être tout à l'heure avec EDF. Ils sont donc dépendants du gaz et dépendants du gaz russe, parce qu'il ne faut pas imaginer effectivement qu'on va, parce qu'il y a cette idée en fait que des bateaux de LNG vont se déverser sur les ports à Rotterdam ou ailleurs à Hambourg, et que derrière ça va approvisionner l'Allemagne et l'Europe. D'un point de vue logistique, ce n'est pas possible. On ne peut pas augmenter les cadences. Un pipeline, c'est la meilleure des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands ont construit ces 2 pipelines, Nord Stream 1 et 2. Voilà, donc ils mettent leur destin, les Allemands, dans des mains de la Russie, et après, ils vont aller dire... ça me paraît un petit peu Olaf Scholz est à Moscou aujourd'hui. Voilà, alors après, on ne connaît pas tout, il y a des éléments diplomatiques, etc. Mais bon, alors nous, on ne croit pas à l'embrasement total, évidemment. Alors, je vais dire quelque chose qui, effectivement, moralement, va pas être bien pris, mais bon, d'un point de vue purement économique, l'Ukraine, on s'en fout. Mais on s'en fout. Si demain l'Ukraine est annexée, ok, les marchés vont baisser de 2 ou 3%. C'est pas un sujet économique. C'est pas un sujet économique. Parce qu'après, il va s'arrêter sur lui. Alors, on peut dire peut-être, c'est pas mon opinion, qu'il va continuer après, mais il va pas le faire comme ça. Il va s'arrêter pendant un moment, comme il a fait donc avec la Crimée. Ça fait quand même 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'il a fait la Crimée. Après, on a une accalmie. Alors, c'est pas un raisonnement à long terme, je suis d'accord, mais voilà, il ne faut pas non plus considérer que l'Ukraine, c'est la fin du monde. Là, c'est pas bien d'un point de vue éthique, c'est pas bien d'un point de vue souveraineté, c'est pas évidemment ce qu'on veut. Mais si ça se faisait, dans le plus mauvais des cas, on ne voit pas le marché légitimement d'un point de vue fondamental. Ça peut se passer à court terme parce qu'il y a un stress baissé de 5-10%, mais les fondamentaux ne justifieraient pas cette baisse, le changement des fondamentaux. Voilà. C'est en tout cas. Non, mais ça peut justifier, je sais pas, dans une crise énergétique déjà majeure, ça peut justifier une aggravation, une explosion des prix du pétrole, du gaz. Ça peut avoir des conséquences économiques derrière. Je veux dire, quand on exclut la Russie, 10 millions de barils sur de l'OPEP+, on est sur les 27-28 millions de barils de des autres pays, et en particulier de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aujourd'hui dit, nous et nos alliés, la Russie, ça reste un point d'interrogation, mais on exclut la Russie, on est sur ces 27 millions, 27% de la production mondiale. On n'est pas capable aujourd'hui de suppléer, ne serait-ce que nos quotas, de les réaliser. C'est très rare que ça arrive. Quand même, ça, En général, ils ont plutôt tendance à faire plus que leur quota. Là, on voit que ce qui est réalisé est nettement en dessous, à plusieurs millions de barils. Donc, résultat des sous-investissements depuis 10 ans, parce que c'est pas bien d'investir dans le pétrole, dans le gaz, etc. Donc, voilà. Et derrière se rajoute la Russie, qui est un peu la variable d'ajustement, qui a réussi à trouver à droite à gauche des barils qui étaient stockés, etc. Mais on sent
sur les dernières discussions entre l'OPEP et la Russie que voilà, on arrive en Russie aussi au bout de cette capacité à augmenter, donc ce qu'on appelle les spare capacity. Et voilà, et on sait qu'à chaque fois que les capacités donc, baissent de 5%, c'est plus $20 sur le baril. D'accord. À peu près, c'est un peu la sensibilité. Ouais. Donc, c'est ce qu'on a eu là, à peu près, plus la prime géopolitique, évidemment. Mais ça peut continuer. Ce que je veux dire, c'est que quand on exclut même la prime géopolitique, alors je ne sais pas si elle est de 10, de 15, de $20 aujourd'hui, mais on peut à nouveau perdre 5% de capacité au sein de l'OPEP. Voilà. Ce qui correspondrait à une poursuite de la hausse des prix de 20%. Sont en train de décliner. Les investissements n'ont pas été suffisants pour les renouveler, pour les maintenir. Donc voilà, on a une période, même s'il est décidé aujourd'hui de réinvestir, on a un délai de 3-4 ans avant de voir les barils arriver. Alain, réflexion sur ces questions, ces sujets. Je crois que tout a été dit. La seule chose que je peux rajouter, peut-être, c'est que je ne suis pas d'accord avec la vision russe, Uber Alles, qui voit son périmètre s'accroître. C'est le contraire. Je pense qu'ils sont totalement encerclés. Ils sont en train d'essayer de se sortir de cette ombrelle de l'OTAN qui les perturbe très fortement. Je crois qu'ils sont extrêmement dépendants de l'extérieur pour énormément de choses. C'est plutôt défensif qu'offensif comme move, vous dites. Voilà, et puis c'est un peu... on est encore dans le passé, quoi. On n'est plus dans une période où on se bat pour gagner 3 km². Ça n'a plus aucun sens. Et je crois que si on voulait vraiment sanctionner les Russes, on les renvoie chez eux, ceux qui sont en Europe, et puis on les spolie de leurs actifs en Europe. Et vous allez voir que bizarrement, ils vont se calmer directement. Dès qu'on va attaquer les mesures ad hominem, on va dire, ils vont se calmer très rapidement. Je pense qu'ils sont totalement encerclés. L'encerclement est de plus en plus... les contraint de plus en plus. Alors, il y a des alliances avec les Chinois. Ils essaient d'utiliser... Il y a quand même des enjeux stratégiques de territoire dans ces... derrière l'histoire grande ou petite. Il y a quand même des accès à des points névralgiques de mer, de détroit, etc. Ça leur a servi à quoi, les Russes, depuis 20 ans ? Non, mais à rien. Je veux dire. C'est de la géostratégie, hein. Géostratégie, d'accord, mais il faut que ça ait un sens. Et économiquement, ça n'a aucun sens. Pour la population russe, ça n'a absolument aucun sens. Ils se sont appauvris extrêmement depuis ces 10 dernières années. C'est une catastrophe économique, la Russie. Alors après, c'est un pays, on va dire, qui a une économie fondée sur les matières premières. Point à la ligne. Ils n'ont jamais rien pu transformer de ça. C'est ce dont on manque partout aujourd'hui dans le monde, Alain. Ok, mais bon, il va bien falloir quelqu'un pour les vendre. Vous voyez, il y a cet échange qui est là. Ils ont la Chine pour vendre aujourd'hui. Oui, ok, ils ont la Chine. Et vous croyez que c'est un avantage pour eux de se mettre pieds et poings liés avec la Chine plutôt qu'avec l'Europe ? Je ne suis pas persuadé du tout, parce que les Chinois, si vous n'aimez pas négocier avec les Européens et avec les Américains qui vous encerclent, vous aimerez probablement négocier avec les Chinois, surtout si vous êtes en situation de dépendance. Donc voilà, on est obligé de contenir, de travailler avec les Russes. Les Russes sont obligés de travailler avec les Européens. Là, il y a un peu de tension, parce que je crois qu'on les a provoqués aussi. Je pense que l'OTAN les a provoqués, en fait, à vouloir que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. C'est une provocation pour les Russes. Regardez, les Américains font ça partout. Ils encerclent la Chine, ils encerclent l'Iran, ils encerclent les Russes. Ça les rend fous, ces gens-là. Et d'autant qu'ils sont quand même déjà avec des systèmes politiques qui sont extrêmement parano. Donc voilà, je pense qu'on les a provoqués, on est allé un peu loin, on continue. D'ailleurs, les Américains continuent encore un peu à dire que tout ça, c'est des agitations, et que le fond, c'est qu'ils veulent quand même rentrer en Ukraine. Mais là aussi, pourquoi faire ? Tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. Donc il y a un bras de fer en ce moment. Ils veulent arrêter l'accroissement de l'OTAN. Je pense que ça, ils vont l'obtenir, mais ça leur coûte extrêmement cher. Et quels sont leurs moyens ? Je crois que, économiquement, on est dans une situation de dépendance tous. Il faut qu'on négocie. Alors c'est pénible de négocier avec Poutine, c'est pénible de négocier avec les Européens, c'est pénible de négocier avec Biden et sa bande. Donc voilà, je pense que... Alors après, ça ne dit pas qu'il ne va pas y avoir à un moment donné, comme à Taïwan, comme à ces endroits-là... On en parle parce que depuis hier, et comme effectivement le sujet n'est pas nouveau dans les médias en général, mais... Dans le marché, le sujet prend un peu de corps depuis 24-48 heures dans les marchés. Personne n'aime qu'il y ait des destructions, et on ne sait jamais où ça peut s'arrêter, ces trucs-là. Donc il faut quand même, si on reparle de guerre, on reparle de 14-18, ça commence quand même par une fusillade dans une rue, et ça dégénère quand même en millions de morts, quoi. Donc les systèmes d'alliance et de jeux de domino peuvent être extrêmement dévastateurs. Donc il faut bien sûr qu'on est obligé d'en tenir compte. C'est pour ça que la vol a monté, et c'est pour ça que dès que ça se calme, on revient à un business normal, quoi. Bon, donc si on évite la guerre,
la Fed pourra monter ses taux. Voilà. Non mais pour Et ça essayer n'empêche pas, effectivement, de basculer sur les il y a sujets un de problème, marché. au-delà de ce que font les Russes en ce moment, il y a un problème global de tension sur l'énergie. Mais c'est indépendant de cette situation-là. Enfin, ça fait des années que ça dure. Xavier, un Il n'est pas d'accord. mot rapide là-dessus, si, je ne veux pas vous laisser frustrer sur la question géopolitique. Mais on en vient au marché ensuite. Non, déjà, d'un point de vue d'un simple constat historique, c'est la première fois depuis 70 ans, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'autant de matériel militaire est amassé de manière aussi déterminée et aussi agressive aux portes de l'Europe. C'est la première fois. Donc, mais c'est une réponse à la provocation. La provocation de l'OTAN d'aller mettre l'Ukraine et des missiles à quelques kilomètres de la frontière. L'Ukraine, jusqu'à plus ample informé, est un pays souverain. Bien sûr. A décidé constitutionnellement de... mais ça te fait sourire. Non, mais ça me fait pas sourire. Mais non, ça me fait sourire. Mais c'est un point essentiel. Est-ce que l'Ukraine fait partie du territoire européen? Est-ce que la décision ukrainienne qui a été rappelé ce matin même, je crois, par l'ambassadeur d'Ukraine à Londres, qui est ou hier, je ne sais plus, qui est écrit dans la Constitution et qui est un chemin qui sera sans doute long. Et d'ailleurs, les membres de l'OTAN sont plutôt rétifs sur cette idée. Hein. Ah oui. Donc ça veut dire que l'OTAN n'a pas du tout envie d'être en frictionnel. Enfin, les Américains, si. Bah oui, je parle de l'OTAN. Mais dans l'OTAN, peu importe. On ne va pas rentrer dans une syntaxe constitutionnelle, mais c'est écrit dans un texte de loi ukrainien. À plus ample informé, l'Ukraine est un pays souverain, et donc c'est vraiment une façon de négocier qui est toute singulière. C'est justement le problème de fond, c'est-à-dire que les Européens accepteraient volontiers de négocier dans un cadre qui est celui depuis 70 ans, qui est le cadre d'institutions politiques, juridiques, diplomatiques. Or, on s'aperçoit depuis une quinzaine d'années, il y a toute une série de raisons, et Poutine n'est pas uniquement responsable, probablement que l'administration Bush a conduit à tout ça, mais qu'on ne peut pas négocier dans ces cadres-là. Et donc, on bascule dans ce qui a fait la tragédie du territoire européen, et c'est peut-être ce que Price, pour l'instant, le marché de manière très, très, très légère, très faible, c'est que on a peut-être des portes de sortie, mais qui vont passer par des cheminements qui ne seront pas des cheminements diplomatiques. C'est-à-dire qu'on peut envisager dans un scénario, évidemment, qui a une probabilité infinitésimale à cette heure, mais qu'à mon avis, l'état-major russe a complètement planifié, qu'il y ait une blitzkrieg, c'est-à-dire que les chars, ils déboulent en Ukraine, pendant 48 heures, ils rentrent les Occidentaux ne répondront pas, parce qu'ils n'auront pas les moyens à mettre en face, ils avancent territorialement, Poutine siffle la fin de la partie 48 heures après, dit « Ok, on se donne rendez-vous à Genève dans un palace 5 étoiles, et on négocie les nouvelles frontières. » Et que font les Occidentaux à cette heure, dans un truc comme ça? Mais ils répondront. Ils répondront probablement militairement. Ils taperont, moins fort, mais ils taperont. Et à ce moment-là, pour le marché, on introduira quelque chose de nouveau. Donc c'est ça on n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est un scénario qui n'est pas à cette heure improbable. À suivre. Comme on dit, effectivement, l'histoire... non, mais bon, on a le droit de partager des réflexions. Voilà, vous êtes professionnel des marchés. C'est un sujet qui concerne les marchés aujourd'hui. C'est pour ça qu'on en parle. Si on en vient purement aux questions de marché, moi, je suis marqué par la dynamique value over growth depuis le début de l'année, Bertrand. Sur le mois de janvier, ce qui s'est passé est historique. On n'a jamais eu une corrélation aussi forte entre le niveau de valorisation et la performance d'un actif. Plus de 80%, nous ont dit les équipes de recherche de Société Générale CIB. C'est-à-dire, moins vous étiez cher, plus vous avez monté. Et plus vous étiez cher, au-delà de 20 PE forward, plus vous avez baissé. Est-ce qu'on est encore dans cette dynamique? Est-ce que ça se calme? Est-ce que c'est une vague déferlante, puissante, mais qui reste une vague? Ou est-ce que c'est un courant, une tendance profonde qui est en train de s'imprimer là dans les marchés? Alors moi je pense qu'on est dans une dynamique de rattrapage sur la value, mais il faut quand même avoir en tête que sur les 10 dernières années, à part en 2016 et au premier trimestre de l'année dernière, on a eu donc une surperformance massive, continue de la croissance en ligne avec la baisse continuelle des taux et ensuite stabilisation à des niveaux relativement bas. Et donc quand on prend des chiffres et qu'on met une base 100 il y a 15 ans, on était tombé en relatif à moins 60 sur la value. Et là on est remonté à moins 50. Donc ça donne une idée, si vous voulez, encore du potentiel. Des écarts de valorisation. Des écarts de valorisation, exactement. Donc on reste encore, si on regarde sur 15 ans, même après le rattrapage très fort, effectivement, du mois de janvier, à moins 50 en relatif sur les 15 dernières années. Et il est faux de dire que la value, historiquement, quand on prend une histoire très très longue de 40-50 ans, sous-performe structurellement la croissance. C'est littéralement faux, c'est même le contraire. Donc la parenthèse de la croissance
et des multiples des valeurs de croissance qui explosent parce que les taux sont anormalement bas, des taux réels négatifs, c'est anormal. Alors effectivement, ça c'est une vraie question, on en parlera sans doute tout à l'heure. S'il repassait positif, pour nous ce serait un facteur de stress du marché parce qu'il y a l'énorme dette des États derrière à rembourser, qu'est-ce qu'on fait, comment. Et c'est là où les banques centrales ont un jeu qui est assez compliqué avec l'inflation. Donc voilà, moi je pense que ce mouvement, il va continuer. Après, on peut avoir des consolidations techniques, évidemment. On peut avoir un peu de rebond sur les valeurs de croissance. Certaines, je le rappelle, ont dévissé, notamment sur la tech américaine, de moins de 50, certains même à moins 60 en un mois. Donc on peut avoir effectivement des remontées. Mais c'est pareil, de l'autre côté, quand vous voyez des valorisations qui étaient à 80 fois les profits, qui aujourd'hui sont à 40 fois, pour des sociétés qui croissent à 10 ou 12%, ça reste complètement encore aberrant. C'est moins aberrant qu'à 80 fois, mais ça reste encore aberrant. Et je ne parle pas des 15% de la cote américaine, alors un peu moins maintenant parce que les valeurs sont effondrées, on va dire 10, qui ne gagnent pas d'argent, sur lesquels on est en multiple de chiffre d'affaires. Et voilà. Et même après la baisse, on n'a jamais vu autant en nombre de sociétés cotées aux États-Unis qui ont des multiples de chiffre d'affaires, je parle bien de chiffre d'affaires, supérieur à 10. Donc on reste encore, même si on a dégonflé la bulle, sur une bulle. Donc sauf à croire que les taux longs américains vont repasser de 2 à 1, ce qui n'est pas du tout notre scénario. On pense plutôt qu'ils vont continuer à monter vers 2,50 gentiment. On devrait continuer à avoir ce rallye value. Qu'est-ce qui est différent cette fois ? L'écart de valorisation, c'est une chose, mais encore une fois, jusqu'au mois de janvier, la seule valorisation n'était pas suffisante pour justifier un rattrapage justement de la value. Est-ce qu'il y a des déterminants plus fondamentaux ? Alors, les taux, bien sûr, les banques centrales, etc. Est-ce que même dans les fondamentaux des entreprises value, il y a quelque chose de différent aujourd'hui, Bertrand ? Alors, quand on regarde effectivement la cote value, les sociétés donc évidemment d'énergie ont plutôt publié des très bons chiffres au-dessus des attentes. Les sociétés de matières premières plutôt également. Alors certaines ont déçu, mais en règle générale, en moyenne, on était là encore significativement au-dessus des attentes. Les financières, c'est un peu plus mixte, mais par rapport au niveau, on va dire, de déception qu'on a pu avoir sur certaines sociétés de croissance, on était plutôt bien en relatif. Donc c'est vrai que on n'a pas eu de mauvaise nouvelle sur la value d'un point de vue purement opérationnel. Donc ça, c'est plutôt positif. On a des données, c'est vrai, d'inflation qui continuent à monter. Alors c'est vrai qu'il y en a une quand même qu'il faut tempérer. Donc, la Fed de New York hier a publié un indicateur. Alors qui est un indicateur calculé un petit peu, modélisé mathématiquement. On sait qu'il faut faire attention à ce genre de choses, surtout en ce moment. Mais l'anticipation, si vous voulez, à un an de l'inflation aux États-Unis est passée sur le mois de janvier, donc de fin décembre à fin janvier, de 6 à 5,8, légère baisse, mais on avait quand même 5 ou 6 trimestres consécutifs d'augmentation des anticipations, et le 3 ans de 4 à 3,5. Voilà, donc ce que le marché est en train de nous dire, c'est quoi ? C'est que si l'inflation montait trop vite, évidemment, la Fed notamment, à un moment donné, on voit que le marché aujourd'hui price 175 points de base d'ici la fin de l'année de hausse, ça a quasiment 7 hausses de taux, c'est complètement dingue. On peut penser, nous, qu'au bout de 2 ou 3 hausses, si effectivement l'inflation commence un petit peu à se stabiliser, on ne pense pas qu'elle va revenir à 1%, clairement pas. Plutôt, mais si elle se stabilise entre 2,5% et 3,5%, voilà, je pense que le cycle de hausse des taux, il va être beaucoup plus court, parce qu'il faut absolument éviter la récession. Voilà, donc là, je pense qu'effectivement, il y a eu un emballement qui fait que sans doute il y aura une correction et qui pourra toucher peut-être le segment value pendant un certain temps, mais court, de mon point de vue. Voilà, les attentes de hausse des taux vont se renormaliser, mais ce sera une opportunité, je pense, de rentrer avant la deuxième phase de la hausse de la value. Alain, sur cette séquence value et ce fort rattrapage Alors sur les dynamiques, tout a été dit. Je pense que le principal driver, c'est les taux quand même. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quand même le déclencheur. C'est qu'au moment où on a commencé à avoir des anticipations de hausse des taux marquées pour des raisons réelles, il y a ça aussi. On n'est plus dans des situations artificielles. On est vraiment dans des choses où les taux commencent à monter. Ça justifie ce changement d'attitude. Après, il y a aussi un élément, et ça a été souligné, c'est que les résultats globalement du marché ont été plutôt bons, et en particulier très bons par rapport à des situations qui étaient un peu dégradées précédemment. Donc si on regarde le cash flow que génèrent les entreprises, les pétrolières, mais c'est monstrueux. Donc ça se retrouve aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait tout, quoi. On avait appuyé très fortement avec des retards de valorisation monstrueux. Donc il y a ce phénomène-là. Après, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc moi, je crois qu'effectivement, on est parti sur quelque chose. C'est trop violent pour que ça s'arrête aussi vite, quoi. Je pense qu'il va y avoir
avoir quand même, et puis on parlera aussi de l'ESG qui est quand même aussi... Il y a une force, vous dites, embarquée dans cette tendance, ça même si la vitesse n'est peut-être pas soutenable, mais vous dites qu'il y a une force dans cette tendance. Essentiellement à cause de la hausse des taux. Si les résultats de tous ces secteurs-là, qui sont encore une fois, avec les bancaires, il y a de la place, les énergéticiens, il y a de la place, il y a pas mal de choses où il y a de la place. Ça fait plus d'un an que les bancaires surperforment, et je continue d'entendre qu'il y a de la place. Oui, il y a de la place. Bon, après, je suis peut-être un peu moins enthousiaste sur les bancaires que sur le reste de la value, mais bon voilà, je pense que c'est une réalité, je pense que ça va un peu continuer. Après, il y a aussi, à un moment donné, par rapport aux tech, moi je dirais il y a 3 familles de tech. Il y a les grosses tech classiques, qui sont pas très loin de leur prix, qui ont baissé à peu près comme le marché, ni plus ni moins. Après, on a celles qui font de la croissance, des résultats, mais qui sont un peu moins grosses, qui ont quand même pris le bouillon par rapport au Nasdaq, on l'a vu, qui ont pris 5-6 points. Et puis, il y a celles, effectivement, qui se traitaient en fois le chiffre d'affaires. Alors, celles-là, elles se sont fait, mais démonter. Alors, dans tout ça... La tech non rentable. Voilà, c'est ça, la tech un peu early stage, quoi. Comme on dit, les concept stocks, quoi. Voilà, parfois, ou alors des trucs où on se dit, ça peut marcher, mais dans quelques années. Et avant, on n'aurait pas payé ça aussi cher. Après, dans ces 3 familles, il va y avoir des cas très différents. C'est-à-dire que dans le premier, il y a un an, on aurait mis Google, Alphabet, Microsoft, Meta, Apple, un peu dans le même sac. Là, il y a quand même des différenciations qui se créent. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va arriver dans le marché. Et même chose sur les values. C'est-à-dire que dans les values, la tendance, peut-être que oui, on va avoir ce secteur value qui va performer un peu mieux que le secteur croissance, mais au sein de la croissance, au sein de la value, il va y avoir des différenciations. Et moi, je reste persuadé que le marché, il va tamiser extrêmement violemment. C'est-à-dire fait qu'un groupe comme les GAFA, mais ça fait longtemps qu'on dit que c'est plus un groupe totalement homogène, mais là, on voit en termes de performance qu'il a explosé, c'est-à-dire qu'il y en a 2-3 qui sont encore bien, c'est Apple, Microsoft, Alphabet, et puis d'autres qui sont vraiment très mal. Il y a quelque chose, moi, qui me faisait un peu sourire, c'est, il y a quelques années, quand on me disait les values, ça va reperformer, c'est pas tout à fait. On nous disait, alors 2019, alors les values, 2020, alors là, 2021, puis là, ça y est, c'est parti. Mais il y avait un peu la même chose sur le stock picking, c'est-à-dire que le stock picking, ça a souvent, depuis quelques temps, ça fait un peu sourire. Enfin, il suffit de regarder des tweets sur stock picking, puis de regarder les tweets. C'est assez moqueur quand même ce qui se passe. Mais je pense que cette année, il peut y avoir ce phénomène de différenciation assez marqué dont les gérants pourraient profiter. Alors j'en parle d'autant plus facilement, je ne suis pas stock picker, mais voilà, je pense que c'est une année où, une fois qu'on a enclenché ce mouvement, les années value sont des années où il y a des différenciations qui apparaissent assez nettement, et je pense qu'on va être là-dedans. Et le marché, et je finis l'astuce là-dessus, c'est-à-dire que la hausse des taux, ça va aussi faire apparaître des problèmes sur certaines entreprises. On a Evergrande, des choses comme ça. Je pense que les entreprises qui ont mal géré, on va dire ça comme ça, leur endettement, et vont se faire massacrer. Et là, pour le coup, c'est du moins 80%. Cette année, il ne va pas falloir avoir des problèmes de ce type-là. Alors, on l'a vu sur un truc comme l'ESG, Orpea, mais je pense que les thématiques comme ça qui se font rattraper sur leur excellence, on va dire... Les passagers clandestins des taux bas. Là, ça va vraiment faire très très mal. C'est un peu... je pense que les accidents vont être assez marqués. Ça nous donne bien l'ambiance et la philosophie de cette année 2022. Xavier, sur ce match value over growth, là, qui est spectaculaire pour la value depuis le début de l'année. Oui, moi je crois que c'est plus qu'un critère taux, c'est un critère liquidité. Et ça me rappelle, mais c'est pas tout à fait comparable, mais ça me rappelle quand même beaucoup mars 2000. Mars 2000, oui, d'accord. Mars 2000, bien sûr. Oui. Alors à l'époque, il n'y avait pas du quantitative easing, mais bon, il y avait eu le passage de l'an 2000, il y avait une hyperstimulation et il y avait une reprise de liquidité de l'ensemble. Je crois que la dernière hausse de taux de 50 points de base de la Fed, c'était en 2000. Oui, mais c'est début d'année 2000. Voilà, c'est ça, janvier 2000. Et donc on est vraiment dans quelque chose de, on est dans ce renversement complet. Et moi, je pense que c'est un cycle qui est en train de s'inscrire. Alors, c'est pas nécessairement un trade décennal. Non, parce que malheureusement, après, l'émission va être trop courte, mais il reste 23 minutes. Oui, mais on va pas faire. Mais moi, je pense que c'est le régime d'inflation, la modification des régimes d'inflation est purement transitoire. Moi, je suis un grand avocat de la debt deflation. Donc, pour moi, plus il y a de dettes, plus la déflation arrive. Donc ce qu'on voit là sur l'inflation, c'est de la cosmétique. Ça ne va pas durer très longtemps. Et il y a une fin de partie qui va être... Et là, cette fin de partie, c'est du nettoyage et ça va être très sévère. Et ça rejoint ce qu'on dit sur les bilans, mais ça va être très sévère pour beaucoup de gens, pour les États, pour les particuliers, les personnes morales, les personnes physiques. Donc la debt deflation, elle est toujours là.
Simplement, elle a été maquillée par toute la thérapie qu'on a mis en place à cause du Covid. Oui. Mais c'est un traitement qui a des effets, comme disent les cancérologues, qui a des effets collatéraux qui deviennent délétères. Et donc, les effets délétères, on va s'y attaquer. Donc, pour l'instant, il y a ce revirement de valorisation. Je pense que ça va jouer, ça va être très favorable. Mais c'est un problème de liquidité. Et toute la grande difficulté pour nous, investisseurs, c'est de voir comment cette liquidité va refluer. Est-ce que les banques centrales vont avoir... Et ce qu'a fait, au fond, l'erreur qu'a commise la Fédérale Réserve au cours de l'année 2021, c'est ça la première erreur de politique, c'est de ne pas avoir commencé le tapering au cours de l'été. Ce qu'elle aurait dû faire, au fond, c'est complètement débile d'avoir maintenu une politique monétaire équilibrée avec un empilement de stimulation de plans Trump puis de plans Biden. C'est un truc délirant. Et ça révèle le point d'attention majeur que revêt la liquidité aujourd'hui. Ah oui, c'est ça qu'il faut suivre. C'est pas les taux, il faut les suivre, bien sûr, parce que ça va se matérialiser sur les taux. Mais c'est la liquidité. Et le reflux sur la liquidité, il ne fait que commencer. Et donc, il faut bien suivre ça. Il y en a une grande partie excédentaire de liquidité. Oui, donc, justement, c'est la capacité que vont avoir les banques centrales à séquestrer cette liquidité, à la neutraliser, sans que ça ait des effets systémiques sur les marchés. Mais ça peut déraper. Ouais, il y a l'effet systémique sur les marchés et sur les populations aussi. C'est-à-dire que si la BCE s'amusait à remonter ses taux trop rapidement et à enlever la liquidité, je suis d'accord. Hein, il y a vraiment ces deux aspects-là. On voit, on parle beaucoup des hausses de taux, mais regardez le bilan de la Banque centrale américaine, puis vous faites un parallèle avec les marchés, et puis c'est quand même très très connecté. Alors après, ça ne veut pas forcément dire que ça sera tout le temps comme ça, mais c'est quand même un élément. On peut faire le même parallèle avec le PIB américain, par exemple, ça marche aussi. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'avec le bilan de la Fed que ça marche. Oui, mais il faut que ça marche. Oui, mais ça marche aussi avec le PIB américain. Oui, d'accord, donc on va baisser. Si on baisse le bilan de 50%, regardez les marchés ce qu'ils vont faire. Je pense que si on le faisait du jour au lendemain, ça ferait très très mal. Et on voit, il y a quand même, ça gamberge dans tous les États pour justement éviter des montées populistes massives liées à ça. Et ça va être le bras de fer qu'il va y avoir. Et après, je pense que les banques centrales... c'est ce qu'on voit aujourd'hui. En pratique, c'est ce qu'on voit. Elle laisse filer un petit peu en se disant l'inflation, il vaut mieux un peu d'inflation que de taper trop fort, parce qu'il y a un sujet sur ce point. Et c'est un point très important qui a été mentionné juste avant, c'est sur les anticipations d'inflation qui sont sorties hier. Je crois que le truc qu'il faut suivre et qu'on peut indiquer à nos téléspectateurs et auditeurs, c'est au fond, au-delà de la liquidité, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Bah oui. C'est un truc un peu très... faisons très simple. Un vieux truc classique. Oui, mais il y a des sites qui en parlent et sur Internet, élasticité. Il n'y a pas d'accélération de circulation de la monnaie. Non. Donc, s'il y avait une accélération de circulation de la monnaie, alors là, on basculerait dans la problématique inflationniste. Et pourquoi il n'y a pas de circulation de la monnaie ? Justement parce que, notamment aux États-Unis, c'est la première fois que les Américains épargnent autant. Et en cash. Bon, alors il y en a qui vont jouer sur les monnaies numériques, mais au fond, ils consomment beaucoup, mais ils ne rajoutent pas de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas à l'inflation. Si le consommateur américain était dans une dynamique d'anticipation d'une boucle prix-salaire, avec une augmentation de l'inflation structurelle, à ce moment-là, cette épargne serait surconsommé, ce qui n'est pas le cas. Et donc, tant qu'on a cette vitesse de circulation de la monnaie qui reste très faible, qui ne bouge pas, ça donne une marge de confort pour les banques centrales pour ne pas resserrer et pour ne pas retirer de la liquidité. Dès que cette vitesse de circulation de la monnaie va accélérer ou accélérerait, alors à ce moment-là, on bascule dans tout à fait autre chose. Et là, on est dans quelque chose... Là, on change de rubrique. Bon, suivons la vélocité de la monnaie. Mais c'est un truc... Oui, bien sûr. Ouais. Venons-en aux situations spéciales, si vous voulez. Alors, le dossier SPI vous intéresse aujourd'hui. Il intéresse le marché, d'ailleurs, dans son ensemble. Bertrand, avec donc la révélation que le fonds Amber Capital est au capital depuis plusieurs mois, trimestres maintenant, de SPI. Et donc, alors... Un papier de BFM Business ce matin qui prête des intentions activistes à Amber, c'est quand même la nature de ce fonds d'investissement, qui sont alors démentis par Amber, qui admet être en l'occurrence actionnaire de SPI, mais qui ne veut pas, à ce stade en tout cas, dévoiler des intentions trop agressives. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est quoi le sujet sur SPI pour vous, Bertrand ? Bon, le sujet, c'est qu'on est effectivement dans un environnement où ces sociétés de services donc techniques, à la fois dans le domaine de l'énergie et des télécoms, donc ils bénéficient à la fois l'engouement sur l'énergie, tout le monde le comprend, également dans les télécoms, donc les investissements donc dans la 5G. Donc voilà, c'est un secteur qui est
en ébullition, où on a vu ce deal extrêmement important, hein, le plus gros dans l'histoire du groupe Bouygues, où ils ont racheté Equance, qui était donc l'équivalent de SPIE chez Engie, pour une valorisation relativement élevée, hein, puisque quand on enlève les synergies pour comparer ce qui est comparable aujourd'hui et voir quelle peut être la prime, ils ont payé 17 fois donc l'excédent brut d'exploitation, là où aujourd'hui un SPIE traite à 11-12 fois. Donc ça donne une idée si effectivement, et j'en viens donc à effectivement Amber. Amber se dit qu'à un moment donné, SPIE ne peut pas rester tout seul. Et comme aujourd'hui, dans un environnement où ils ont raté un peu la consolidation, ils auraient pu être un des consolidateurs, ils ne peuvent plus l'être compte tenu de leur taille de bilan, ils vont se faire consolider. Bon, à cela se rajoute effectivement un élément, et après on pourra faire un parallèle avec Lagardère, puisque Amber effectivement a fait exactement la même chose chez Lagardère. Il s'attaque aussi à la gouvernance. Et c'est vrai qu'en France, et c'est en train de changer, et ça je parle sous contrôle, mais qu'on a vu le cas de Saint-Gobain par exemple, où on a cette particularité, ce tropisme français, qui est que le président est directeur général, donc le directeur général lui-même se contrôle, donc qui est effectivement un peu un anachronisme, et qui est en train de disparaître. On a vu donc des grandes sociétés comme Saint-Gobain qui ont changé cela et qui ont d'ailleurs eu ça dissocie de plus en plus, hein, si je dis pas de bêtises quand même. Effectivement, oui. Ça dissocie. Et donc c'est vrai que là, c'est pas le cas. Et il y a des blocages aujourd'hui en termes de gouvernance dans ce groupe-là qui font que ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est une des idées, je pense aussi d'Amber derrière. Alors c'est vrai que 1%, pour moi, la logique, c'est que graduellement, ils vont continuer à accumuler. Encore une fois, ils ont fait exactement pareil chez Lagardère. Mais c'est vrai qu'attention, avec Amber, ils peuvent rester 5 ans. À longtemps, bien sûr. 6 ans, s'il le faut, avant de sortir. Voilà. Donc, mais je pense que ça souligne quand même qu'on est dans un secteur qui est en consolidation et qu'on est sur un acteur qui a plus de chances aujourd'hui de se faire consolider et qui traite sur des valorisations relativement faibles. À propos d'activisme, quels sont les enseignements à retirer de l'affaire et de la controverse Orpea ? Est-ce que ça ouvre la voie à un activisme ESG moins sympa, plus agressif, avec un niveau de vigilance peut-être beaucoup plus marqué demain ? Alors, il y a plein de leçons à tirer de ce qui s'est passé sur cette affaire. Déjà, des leçons de management, on nie pas... Pour commencer, le management qui commence par nier, ça c'est un truc qu'il faut absolument jamais faire. Surtout quand c'est quand même quelque chose d'avéré de ce type-là. On va passer ça de côté. Je pense que sur ce plan-là, il y aurait beaucoup à dire en termes de gouvernance. Mais je pense qu'il y a un problème sur la notation ESG. On l'a vu, ça a été pas mal commenté. Pour que ça soit fiable, il faudrait que ça soit normé. Alors c'est pas demain la veille que ça sera normé. Donc il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur ces normes, les audits, un peu comme on a le financier. Il va falloir à un moment donné que les informations extra-financières soient elles-mêmes probablement auditées d'une certaine manière, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, et on voit bien que c'est quand même un point important. Mais je dirais que, et pour reprendre ce que vous disiez, il y a cet engagement qui est marqué, donc on va les nommer parce que c'est public, hein, Mirova qui fait un engagement. Moi, je pense que ça n'a de prix que quand vous avez vraiment un pouvoir sur les actionnaires, sinon c'est vain, quoi. Et là, je pense que on le voit chez des boîtes comme Amber, on réussit à faire ça. Donc là, il va y avoir un bras de fer, ça va être intéressant de voir ce qui se passe. J'ai peur qu'avec une fraction simplement du capital, s'ils sont tout seuls, ça risque d'être assez difficile de faire réellement changer les choses. On peut monter des coalitions d'investisseurs, on peut être vocal, on peut mettre les choses sur la place publique, on peut convaincre les actionnaires en discutant avec eux. Pour le moment, moi, j'ai pas vu grand-chose sur ce thème-là. Alors ça va peut-être venir, ça va peut-être être une chose qui peut arriver. Alors par contre, après, si on se projette un peu plus que le cas Orpea, bien sûr. Moi, je pense qu'il va y avoir, ça milite pour une évolution assez différenciée des gestions ESG. Il va y avoir l'ESG classique, traditionnel, faire mieux. Donc, on prend un univers d'investissement, on enlève ceux qu'on estime pas bons, on surpondère ceux qu'on estime un peu meilleurs, et avec tout ça, on a un portefeuille qui est un peu moins risqué. C'est avéré quand même. On a un portefeuille qui est un peu moins risqué et qui est un peu plus performant que son indice de référence. En étant bien diversifié, on arrive à faire quelque chose. Ça, c'est quoi ? C'est un ESG réglementaire aujourd'hui ? C'est l'ESG réglementaire, c'est le cœur de l'ESG aujourd'hui. On colle à la réglementation telle qu'elle évolue. Et on fait mieux quand même, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on élimine les cas vraiment qui ne vont pas dans un univers d'investissement. C'est mieux, mais c'est pas génial. Et puis après, il va y avoir, et ça, je pense que c'est la leçon Orpea, c'est qu'il faut investir beaucoup pour aller
beaucoup plus en détail, beaucoup plus en qualitatif sur les entreprises. Là, vous n'êtes pas sur des univers d'investissement de 6000 valeurs, vous êtes sur des univers extrêmement restreints. Et là, je vous rejoins, actionnaire de plein droit, enfin quelque chose de... Ça ressemble un peu au private equity, vous savez, des portefeuilles qu'on gère pour très longtemps. On est investi pour très long. Et on a aussi un point, et ça, je pense que c'est un vrai problème. Franchement, j'ai une difficulté à avoir une opinion vraiment tranchée là-dessus. Je pense qu'il y a des secteurs qui ne pourront pas être ESG dans cette approche-là, parce que c'est pas faire mieux, c'est faire bien, quoi. Donc même est-ce que s'occuper des personnes âgées et de leur santé dans des EHPAD, est-ce que c'est conceptuellement, est-ce que ça peut être ESG? Je sais pas. J'ai des doutes là-dessus, et donc je pense que ça veut dire parce qu'il faut que ça soit rentable. On est quand même là aussi, et c'est ça le point, hein, c'est que c'est pas simplement de faire mieux qu'un indice. Il faut que ça soit rentable, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit bien et rentable pour tout le monde. C'est-à-dire que on peut bien plaquer des enjeux sociaux sur la question du vieillissement, de la démographie, et donc de la prise en charge. C'est ce que veut Mirova dans son action en disant soyez entreprise à mission. Mais entreprise à mission, c'est bien, mais on l'a vu dans le cas, il y a des cas, les entreprises, c'est très sympa, mais c'est des associations à la fin. Donc nous, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que si c'est pour faire du bénévolat et de l'associatif, c'est autre chose. Mais nous, on est là pour gérer l'épargne des gens, et on va rebondir sur EDF et sur 2-3 idées. Est-ce qu'il y a des boîtes qu'il faut sortir qui n'ont rien à faire en bourse? Oui, je sais que vous avez une liste longue comme le bras. Non, c'est très simple. Non, mais restez sur Orpea. Voilà. Et donc voilà, je pense que si on regarde la réglementation, vous savez, on a entendu parler, le SFDR, article 8, article 9. Article 8, très simple, faire mieux que le marché. Voilà. Donc vous avez des engagements ESG, vous notez tout le monde, vous enlevez les mauvais, vous mettez les bons. Très bien. Et article 9, ça va aller beaucoup plus loin, et ça devient très qualitatif, ça demande beaucoup de moyens, ou beaucoup de spécialités, quoi. C'est-à-dire que et là les thématiques sont vachement importantes. On ne peut pas faire un truc en disant je vais prendre... Donc on ne peut pas être généraliste et faire de l'impact c'est la leçon que le décrivez. Ça demande de l'expertise, de la spécialisation, du temps, des moyens. Et même chose de la part des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises qui s'engagent là-dedans, c'est intéressant. Il va falloir qu'elles mobilisent un peu de ressources. Donc on va avoir des boutiques de plus en plus spécialisées, expertes, je crois, sur des questions clés liées aux enjeux ESG, de durabilité, etc. Parce qu'après, vous êtes investisseur institutionnel, puis vous vous adressez à la société de gestion X, Y ou Z, et dire, vous êtes allé vérifier qu'il s'occupe bien des personnes âgées dans le truc? Ouais, je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai fait une note, machin et tout. Non, ça va pas, ça. Et pour finir, juste... les analystes financiers chez Enron, quand ils étaient envoyés en voyage... Ben non, mais si, quand ils étaient envoyés en voyage chez Enron, ils revenaient avec des étoiles dans les yeux, parce que c'était génial, il y avait des super salles de trading, et que c'était top. Sur les sociétés de notation extra-financière, on a quand même parfois des extrapolations sur base d'algorithmes. Donc ça, je pense que ça, c'est peut-être pour faire mieux que l'ensemble, c'est très bien, mais pour faire bien, ça ne va pas suffire. Oui, voilà. Xavier Bertrand. Oui, moi je pense que c'est une affaire qui est systémique. Systémique pour l'ESG, au fond, moi je vais employer le terme entre guillemets, je trouve qu'il y a une imposture dans l'ESG aujourd'hui telle qu'elle est mise en œuvre, mais c'est pas à l'endroit de ceux qui... je trouve qu'il y a je le note. Non, mais c'est pas à ton endroit, bien sûr. Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autoproclamation, c'est ça mon souci. Et je trouve vous dites, c'est ce que dit Alain d'une certaine manière. Oui, absolument. On ne se donne pas les moyens de faire vraiment l'ESG tel qu'il faudrait le faire. Mais parce que c'est tellement multidimensionnel. Et surtout, le contrat juridique implicite qu'a une société de gestion qui fait de l'ESG vis-à-vis de ses clients, et à mon avis, c'est ce qui est en train d'être révélé dans cette affaire, est systémique, c'est un contrat implicite. L'ESG, par définition, ça regroupe trois critères. L'environnement, le social, la gouvernance. Donc ça veut dire que dans une stratégie d'investissement, vous introduisez de nouveaux facteurs, les pouvoirs publics y participent, à des fins d'un bien-être collectif. Et donc, vos investisseurs sont en droit. Là, vous avez une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. C'est que vous avez... On va voir dans l'affaire Orpea, mais moi, je vais suivre vraiment la réaction des investisseurs institutionnels. Parce que les investisseurs, comme tu le disais tout à l'heure... Les clients de Mirova qui pourraient se retourner... bien sûr. Il n'y a pas qu'eux qui avaient du Orpea. Mais bien sûr, pardon. On ne fait pas la nette sur... Ils sont venus expliquer ici très longuement leur position et leur engagement. Ça a une conséquence très lourde. Ça veut dire que, implicitement, et je pense que les patrons des grandes structures de gestion sont en train de le découvrir s'ils ne l'avaient pas fait avant, que l'ESG,
c'est systémique en termes juridiques, en termes de recours. L'affaire Orpea, il va y avoir tout un volet civil, institutionnel qui va être très lourd, mais il va y avoir un volet financier. Donc quoi, vous n'avez pas détecté la controverse? Mais bien sûr. Et donc vous êtes responsable? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur vos plaques? Il y a rien de parfait dans le monde de l'ESG. Enfin, il y a rien de. C'est pas mathématique à ce point-là. Non, mais les faits dont on parle. Moi, j'ai écouté l'audition de Victor Castanet au Parlement. Donc c'est un champ analytique comme un autre. Moi, j'observe qu'un journaliste a passé 3 ans sur ce dossier-là, a recueilli des centaines de témoignages et est capable de donner, dans le cadre d'un livre, est capable de donner des informations quantitatives. Et manifestement, il en avait sous la main. C'est-à-dire qu'il a donné que la partie visible de l'iceberg. Je veux dire, le niveau d'information qu'il a été capable d'extraire. Donc, l'information est venue à lui. Donc imaginez bien que... Donc il a fait mieux que tous les analystes ESG. Et ben voilà. Non mais c'est une question que je pose. C'est un parfait exemple. Je n'en suis pas convaincu moi encore aujourd'hui. Notre métier, il est fait de quoi? Notre métier, c'est de l'investigation. Jusqu'à l'heure aujourd'hui, on a fait de l'investigation dans un champ quantitatif, avec de la macroéconomie, de la microéconomie, un doigté de géopolitique, et puis de suivre la meute, globalement. Et puis de passer nos entretiens à rencontrer les directeurs financiers, les responsables. Mais le métier est en train de changer, et là, ça rejoint le capital. Mais c'est les grands gérants, les Peter Lynch et autres, quand ils vous investissaient dans... tu vois, j'honore ta maison. Pour moi, l'un des plus grands gestionnaires, si ce n'est le plus grand gestionnaire au monde, que faisait-il? Le week-end, quand il allait investir. Client mystère, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et ben, c'est ce qu'il faut faire dans l'ESG, mais le faire de manière avec une dimension qui est d'une complexité, qui touche l'économique, le social, la gouvernance et l'humain. Là, dans le cas d'Orpea, je suis désolé, on parle de vie humaine, on parle de nos anciens, et là, ça a une dimension, j'allais dire, c'est un nouveau c'est une dimension éthique. Et ça, c'est un problème de fond. Et donc, un responsable de structure de gestion ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant « Oh là, ça... » Non. Ce truc-là est en train de remonter. Et ça renchérit, ça donne de la valeur. Et ça va donner de la valeur. Et là, on pourra enfin dire qui mettront les moyens réellement que la finance non seulement gère l'épargne, mais concourt au bien-être collectif. Vous n'êtes pas loin d'être d'accord, hein? Oui. Non, mais... mais juste rapidement, Alain, et puis en 2 secondes, le problème, c'est constitutif des marchés financiers tous depuis qu'on travaille là-dedans, on sait ce que c'est la confiance. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un en face de vous au téléphone qui vous dit je te vends 100 millions d'actions machin et tout, il faut qu'il les ait, il faut que vous ayez l'argent pour les acheter. C'est comme ça que les marchés sont construits et l'ESG comme le reste. C'est-à-dire que si... Alors après, c'est le problème d'Orpea, c'est est-ce qu'ils ont délibérément menti par rapport à les informations qu'il y avait. C'est ça aussi le sujet. Parce qu'un accident est toujours possible. Moi, je comprends ça. Enfin, je veux dire, c'est la vie. Il y a des enquêtes. Non, mais bon, mais oui, il y a quand même des audits, enquêtes financières, sociales, il y a deux choses. Est-ce qu'ils ont menti ou pas, délibérément? En tout cas, la confiance... Bertrand, s'il y a un mot à dire là-dessus, il nous reste quelques minutes. Moi, j'aimais bien la question EDF. Pourquoi rester coté? Bon, Bruno Le Maire dit pas que c'est fait. Il dit qu'une nationalisation n'est pas impossible et que voilà, après c'est une décision politique. Est-ce qu'il faut sortir EDF de la bourse et est-ce qu'il faut sortir d'autres sociétés de la bourse qui n'ont rien à faire en bourse peut-être aujourd'hui? Mais bon, je trouve le sujet intéressant. Non, mais alors, c'est vrai que EDF c'est quand même un peu une aberration. C'est-à-dire que le gouvernement, il y a 3 semaines, pour soutenir effectivement les distributeurs et les producteurs alternatifs, enjoint donc EDF, société cotée, d'acheter donc de l'énergie sur le marché à un prix très élevé et de le revendre à un prix très bas pour maintenir à flot ses concurrents. Alors là, on est complètement dans un truc qui est surnaturel. On n'est pas du tout dans une société cotée. Imaginez un anglo-saxon à Boston qui regarde ça, c'est ininvestissable. Donc effectivement, là pour le coup, c'est une entreprise à mission, mission de stimuler la concurrence contre elle-même. En même temps, on l'empêche de réinvestir dans le nucléaire, et maintenant on relance le nucléaire. En disant mais il y a un problème, c'est qu'il y a trop de centrales qui sont arrêtées, mais évidemment, puisqu'on les empêche d'investir même en maintenance depuis 20 ans. Donc il y a énormément d'aberrations sur ce titre-là qui fait qu'aujourd'hui il est complètement ininvestissable. Les analystes buy-side chez les brokers, sell-side chez les brokers ont cherché pendant longtemps des moyens d'essayer de nous vendre l'investment case. Honnêtement, ça ne tient pas debout, donc celle-là effectivement elle sort. Pour moi, alors peut-être on va voir si elle est dans la liste, mais je pense que Air France également n'a rien à faire en bourse, puisque l'État impose à Air France une stratégie qui aujourd'hui n'a aucun sens.
de faire le maxi, de desservir le maximum de destinations avec des gros avions, etc. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, on a vu que ce qui marche et ce qui va marcher dans le futur, c'est le court, le moyen, surtout le moyen courrier. Donc les vols en Europe, par exemple, avec des low cost, voilà, et qui auront une empreinte carbone beaucoup plus faible parce que leurs avions sont récents. Voilà, chercher à maintenir à flot une entreprise aérienne qui est toujours construite avec une mentalité des années 70, où il faut avoir des flux vers les États-Unis, vers l'Asie, avoir des vols partout pour faire un mapping du monde. Pour moi, mais Lufthansa a le même problème. En plus, encore plus fort, puisqu'eux, ils ont perdu la clientèle donc à faire, qui ne reviendra peut-être jamais d'ailleurs, puisqu'on a vu qu'on pouvait faire très bien avec des zooms sans se déplacer. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, il y a certaines sociétés dont ces deux-là. EDF et Air France. Et alors moi, Alain, moi, je sors de bourse le secteur de l'armement, parce qu'en fait, c'est régalien et ça pose trop de problèmes. Et pourquoi c'est en bourse alors ? Pourquoi c'est en bourse ? Parce que comme la taxonomie verte qui fout le nucléaire en bourse, c'est parce que comme les États ont du mal à un moment donné de faire passer leur budget dans les instances réglementaires, ils essaient de trouver de porter la responsabilité mais ça n'a des aucun enjeux sens. qu'il y a derrière. Après, moi je me mets à la place pour une mutuelle, une assurance qui se retrouve à financer des compagnies d'armement qui vont aller bombarder. C'est pas la compagnie d'armement qui pourra. On vend à des gens qui font des usages. Vous dites en bout de chaîne, à un moment, ça peut retomber sur le dos de l'investisseur. Alors là, pour le coup, on se retrouve avec des trucs. J'ai déjà vu dans mon passé, pas si lointain, des questions d'actionnaires qui disent pourquoi on est là-dedans, quoi. Et effectivement, vous dites, oui, alors on peut parce que la norme 624B nous permet d'en faire et tout, mais ça n'a aucun sens. C'est régalien, c'est l'État qui décide à qui on vend des armes, comment on les vend. Il faut splitter et il faut que ça se repasse sous la responsabilité. Donc on peut garder des activités cotées, mais les activités sensibles, stratégiques. Et après, on vote tous les 5 ans pour élire un président qui nous dira je vends des armes à tel endroit, je vends des armes à tel endroit, on accepte ou pas, on fait des budgets pour ça ou pas. Voilà. Après, effectivement, est-ce que c'est bien sur le plan financier et au niveau technologique, est-ce que l'État est capable de faire ? Pour les armes, je pense qu'il y aura toujours des ingénieurs pour travailler pour ça. Donc voilà, ça n'a rien à faire. 30 secondes, Xavier, pour conclure. Oui. EDF, si vous voulez. Oui, on va dire EDF. EDF, en faisant très court, le démantèlement du parc ancien et le renouvellement du parc nouveau, c'est une affaire de, mon estimation, c'est une affaire entre, pas loin de 200 milliards et 300 milliards d'euros, sur probablement une trentaine, une quarantaine d'années. On peut très bien dire que l'État peut tout à fait prendre ça à sa charge. Moi, j'ai quelques doutes parce que quand on est à un ratio d'endettement, ça fait 15 points de PIB globalement. Donc, vous avez besoin d'une cotation. Et enfin, peut-être qu'on va nationaliser EDF pour réintroduire, c'était le fameux projet Hercule qui a avorté, réintroduire une part qui est, on va dire, perçu comme facile pour les investisseurs, qui est des énergies renouvelables. Ouais. Voilà. Mais à terme, il y a quand même un avantage à la rente nucléaire. La rente nucléaire, c'est une énergie. Alors, on peut probablement avoir des avis différents, mais la rente nucléaire, avec un baril à 90, reprenez la dernière fois que le baril était à 90, et reprenez le cours d'EDF à l'époque, je te le fais court, le cours d'EDF devait être aux alentours de 120, avec un bilan qui n'a pas profondément, qui avait changé, mais pas profondément changé. Donc ça te montre l'importance. Donc là, pour le coup, pour des investisseurs value, évidemment, à se colter la spécificité française, là, il y a un truc gigantesque. Simplement, on a un accès à l'information et un tel aléa institutionnel, décisionnel des pouvoirs publics qui fait que ce truc est ininvestissable. Et c'est ça qu'il faut. Il faut se débrouiller pour être dans un contexte investissable. Même avec les spécificités du nucléaire, c'est possible. Mais voilà. C'est ça qu'il faut. Et là, il faut faire évoluer la gestion à la française. Merci messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, un peu étendu dans le temps. Pendant 1 heure, nous étions avec Bertrand Puy, gérant chez Fidelity, Alain Pitous, senior advisor ESG, et Xavier Patrolin, président de Albatros Capital.